Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle entrevue. Aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour Jean-Robin. Bonjour. Alors, Loïc, on se connaît pas, mais il y a des choses qui m'ont dit qu'il fallait quand même que je fasse une entrevue avec toi. Premièrement, j'ai reçu une très belle carte du Nouvel An au cabinet de ta part. Donc, je trouve ça une très belle idée que le cabinet Kiro envoie à d'autres Kiro bien faire part. Donc, j'ai trouvé une carte de vœux. Je trouve ça vraiment très joli de ta part, une très belle initiative. Et ensuite, j'ai vu que Alexis Ryan offrait un séminaire avec toi le 8 avril Mhm. à Annecy. On en parlera sûrement un petit peu, parce qu'on va parler un petit peu de technique, etc. Et donc, je me suis dit, et ben voilà, Loïc, c'est le prochain. Loïc, en plus, tu as accepté volontiers de participer à cette entrevue. Donc, merci beaucoup d'être avec nous dans cette vidéo. Ah, merci. Merci à toi. Alors, justement, moi, je te connais pas. Je suppose qu'il y a plein d'autres personnes qui ne te Mhm. connaissent pas. Loïc, qui est Loïc? Oh, euh, Comment t'en es venu à la Kiro? Raconte-nous un petit peu ton parcours. alors ça c'est intéressant. Ouais. Bon, pour moi c'est intéressant. Euh, quand j'étais, mais c'est venu d'une question. Euh, Quand j'étais petit, euh, sur les 7 ans à peu près, j'ai vu que ma mère était chaque fois un peu plus fatiguée, euh, était pas bien. Et puis petit à petit, on a déménagé et je la voyais partir en ambulance. Et elle revenait. Et puis parfois, elle tombait à la maison. Et moi, je commençais à m'angoisser un petit peu. Mais qu'est-ce qui se passe, non? Et petit à petit, ben, j'étais petit. Alors ils m'ont dit petit à petit qu'elle était malade. Et puis un jour, elle est tombée dans le coma à la maison et elle est partie. Elle est partie et mon père nous a fait venir, nous a fait embrasser notre mère comme si c'était le dernier jour. Et moi, franchement, ça a été le choc de ma vie. Je comprenais pas ce qui se passait. Euh, et, et de là est née une question. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai compris maintenant que ma mère allait voir les médecins mais que chaque fois, ça allait moins bien, quoi. Chaque fois, c'était une mère plus fatiguée, plus absente. Et puis, bon, la fin, elle est décédée. Moi, j'avais 11 ans à cette époque-là. Et comme j'avais vécu toutes ces années dans cette ambiance tendue où il y avait, moi je me suis pas vraiment rendu compte que le normal c'était pas d'être comme ça. Sauf que quand tu regardes un petit peu en arrière, tu dis mais avant j'étais super content, j'étais. Alors la question qui s'est posée c'est pourquoi si on a un système de santé avec des médecins qui sont top. Euh, Nous, je sais que la famille avait des contacts avec des médecins très cotés en France. J'ai dit, comment est-ce que c'est possible que quelqu'un meure quoi, comme ça, petit à petit. Alors la question, c'est, il doit y avoir quelque chose d'autre, parce que c'est pas normal ça. On ne devrait pas tomber malade, on devrait pas, et quand on tombe malade, on devrait pouvoir se récupérer. Alors ça, c'est la question qui est restée dans mon cœur pendant longtemps. Et puis, au fil des années, mon père se déplaçait beaucoup. Enfin, on a dû déménager énormément de fois. J'ai atterri dans le sud de la France chez un oncle et une tante qui connaissaient un ostéopathe. Et moi, j'étais en première, je crois. Euh, et je me suis dit, bon, ben, c'est intéressant, je vais voir. Alors, je suis allé visiter un ostéopathe qui était à côté du lycée où j'allais. Et je dis, c'est chouette. Il regarde le corps d'une autre manière, la personne d'une autre manière. Je dis, c'est vraiment chouette. J'aimerais bien étudier ça. Alors j'ai commencé à préparer mes concours pour rentrer, parce qu'il fallait, à l'époque, pour rentrer dans les écoles d'ostéopathie, il fallait avoir un diplôme sanitaire ou l'infirmier, kinésithérapeute. Donc j'ai présenté les concours et j'ai réussi les concours, pas tous. Et je suis allé donc, je me suis retrouvé en Normandie où j'avais vécu pendant plusieurs années. Et à 15 jours de commencer l'école dans laquelle je voulais commencer,
je me retrouve avec un super pote avec qui j'avais fait du scoutisme et on était super copains. Et il me dit, mais écoute, je suis triste parce que ma petite amie m'a laissé parce qu'elle est partie étudier la chiro aux États-Unis. Je dis, ah, qu'est-ce que c'est que la chiro et pourquoi est-ce qu'elle t'a laissé, quoi? Il dit, ben, c'est simple. Elle avait une leucémie et est allée voir un chiro qui s'appelle Tien Brun, on dit Tien Brun à Rouen, et c'est fini la leucémie. Je dis, ah, c'est génial, ça, c'est génial. Je dis, mais je sais pas, moi, aller aux États-Unis, mais il y a une école à Paris. Je dis, ah oui? Ah, alors je prends le téléphone, je file à Paris, j'ai une entrevue avec Roquefeuille, docteur Roquefeuille, rue Blanche, et quand on parle, je lui dis, mais c'est moi qui lui explique ce que c'est que la santé pour moi, que ça devrait venir de l'intérieur, que voilà. Il dit, bah, écoutez, on a besoin de vous. C'est chouette, génial. Alors, j'avais prévu de commencer en 15 jours l'autre école. J'ai tout laissé tomber. J'ai déménagé en super urgence à Paris et j'ai commencé l'école. L'IFC, qui s'appelle maintenant l'IFEC, qui était rue du C'est M. en quelle année que tu as commencé alors? En 89. En 89, donc ça fait. 89. Ouais. Et c'était vraiment, on dirait vraiment que c'est un appel de l'âme, un appel du cœur qui t'a poussé Ah à oui, aller oui. vers la chiro. Qu'est-ce qui a fait le tilt en toi qui t'a fait délaisser l'école d'ostéopathie? Vraiment, c'est le fait qu'il ait guéri la leucémie? C'est cette histoire-là qui t'a fait Euh, tilt ou c'est quelque chose de plus profond? c'est le fait que, pour moi, l'ostéopathie, peut-être, c'était trop loin pour commencer à la pratiquer parce qu'il fallait d'abord que j'ai un autre diplôme et puis que j'avais pas envie d'étudier des années et des années. Et je me suis dit, bon, ben, la chiro, a priori, ce que j'ai compris, c'est complet, quoi. Il te le donne il donne toutes les informations. Et moi, franchement, je connaissais pas, j'étais pas allé voir un seul chiro, Ah je non? m'étais jamais fait ajuster. Si, je m'étais fait, j'avais vu un ostéopathe quand j'étais plus jeune, mais pour des problèmes de dos. C'est pas un Donc, chiro. Ouais, ouais. c'est pas un chiro. Et donc en Donc, 89, tu rentres à l'IFC. voilà. Donc, je fais ma propédeutique à l'IFEC. Je vois une bonne partie de mes copains qui décident ensuite de partir aux États-Unis. Je dis, moi, les États-Unis, pour l'instant, j'ai ma vie qui me tient à Paris. Et puis, le premier trimestre, bien, mais je commence à en avoir ras-le-bol pour des raisons personnelles. Euh, j'ai des copains qui étaient en 5e année qui sont partis ou qui vont partir. Alors je dis non, c'est bon, on va aux États-Unis. Donc a priori, j'allais suivre un pote qui maintenant est au Mexique, qui s'appelle François Gobin, euh, qui partait à Portland, en Oregon, avec, avec sa fiancée. Alors j'ai dit, bon, ben, je vais commencer à faire les papiers pour faire mon transfert à Portland. Et comme tout ça, ça prend énormément de temps, ben, j'ai pris la décision d'y aller directement. Donc on s'est retrouvés tous à Portland. Et à Portland, mon application a pris à peu près 6 mois. 6 mois pour qu'ils me disent ce qu'ils pensaient, si je pouvais rentrer dans l'école ou pas. Alors pendant ce temps-là, je suis allé prendre des cours au Community College de Montwood. Et, et comme ça prenait du temps, ben, je suis allé voir avec un autre pote des collèges qu'il y avait dans le coin. Et lui, il allait voir un collège à Dallas, le Parker. Alors je suis allé le voir, je suis allé avec lui. Oh, qu'est-ce que j'avais pas vu? C'était la cathédrale de la chiro pour moi. D'un seul coup, il y avait des locaux énormes comparés à ce qu'il y avait à l'IFEC ou ce qu'il y avait à Portland. C'était super grand, des salles de dissection énormes, des moyens d'accès, des bibliothèques. Enfin, c'était génial. Et en plus, il faisait chaud parce qu'à Portland, il commençait à faire un peu plus froid. Et ça a coïncidé en plus au moment où
l'ami François Gobin et sa fiancée avaient décidé de partir ensuite au Mexique. Donc on a pris, moi j'ai chargé ma Jeep avec mes affaires et j'ai suivi François jusqu'à El Paso et François lui est parti sur le Mexique, sur Veracruz et puis moi j'ai continué sur Dallas. Et le truc un peu pimenté, c'est le fait que le jour où moi je vais prendre la voiture pour partir sur Portland, je reçois sur Dallas, je reçois une lettre de Portland me disant que j'étais accepté. J'étais. Ça c'est la vie, c'est toujours comme ça, non? Alors j'ai dit non, je suis désolé, je suis pas encore accepté au Dallas. J'étais en train de faire mes gilets. Ben, j'y vais parce que c'est là où mon cœur m'appelle. Donc je suis allé à Dallas. J'étais pas encore accepté, mais j'ai commencé les cours en septembre et puis voilà, j'ai terminé Dallas en septembre 95. Qu'est-ce que tu as découvert à Dallas alors? À la cathédrale de l'Aquilon. Si, ouais, c'est la cathédrale. Maintenant, quand tu regardes et tu compares les autres collèges, il y avait Life à Atlanta, qui aussi était un super collège, mais je suis pas allé le voir. J'ai découvert après. Donc à Dallas, ce que j'ai découvert, c'est les séminaires PS de James Parker, où il y avait des milliers et des milliers de chiros qui venaient, des stands avec plein d'informations, des techniques, des appareils. Enfin, c'est comme si tu vas à un grand supermarché où tu as tout en même temps. Tu regardes tous les rayons, tu dis ah, c'est génial tout ça. Et la possibilité de prendre des séminaires sur tout ce que tu souhaites, quoi. Tout est accessible. En France, à cette époque-là, mais il y avait des séminaires, mais c'était au compte-gouttes. Ouais, c'était votre époque. Donc, ouais, à cette époque. Maintenant, c'est autre chose, ouais. Ouais. Non, c'était. T'as fini en 95 tes études, et ensuite t'es rentré en France? Ensuite, je suis rentré en France, oui, directement. Je suis rentré en Bourgogne. Et en Bourgogne, je suis retourné dans l'esprit d'un petit village où je me suis senti enfermé. Ah oui, j'ai dit, c'est pas possible. Je vais pas continuer ma vie dans un petit village enfermé. Il faut absolument que je sorte de là. Et une fois que tu as voyagé, que tu as vu des gens qui pensent d'une manière beaucoup plus ouverte, qui reçoivent la chiro comme une chose normale, je dis bon, il faut que j'aille à un autre endroit. Et comme dans la dernière année dans l'année de clinique, comme je parle espagnol, j'avais plein de patients mexicains ou qui parlaient espagnol. Je dis bah pourquoi pas l'Espagne. En plus, comme tu verras, mon nom de famille est espagnol. J'ai de la famille en Espagne ça fait plusieurs générations que je connais pas, mais j'avais envie de retourner en Espagne. Et donc j'ai pris une voiture, j'ai appelé plusieurs chiros sur la côte, donc Barcelone, Valence. Et je suis allé visiter plusieurs chiros. Et en fait, je suis retourné en France pour prendre ma décision, pour prendre mes affaires et pour retourner à Barcelone. Tu cherches une collaboration à ce moment-là? Non, je travaillais tout seul. En fait, en France, j'ai pas travaillé. La seule chose que j'ai fait, c'est prendre conscience qu'il fallait que je bouge de là où j'étais. Et donc, j'ai décidé de prendre des cours d'espagnol à Barcelone. Et j'ai trouvé un appartement. Et dans cet appartement, j'ai enlevé les meubles pour faire un cabinet. Et le cabinet a commencé en juin 96. Qu'est-ce qui t'a poussé qu'est-ce qui te rend suffisamment confiant pour ouvrir ton propre cabinet dès le début? Une chance, une malchance, mais moi je le vois comme une chance. C'est quand je suis parti aux États-Unis, juste avant, mes grands-parents sont décédés. Enfin, ma grand-mère est décédée.
Et donc, comme ma mère aussi avait décédé, j'ai touché une partie de l'héritage de ma grand-mère, ce qui m'a permis de me payer mes études aux États-Unis, ce qui m'a permis de pouvoir changer de pays et de m'installer et de refaire ma vie dans un autre endroit en prenant en me centrant en fait sur développer ma chiro et me développer moi. Donc Quand ça a t'as- été ouais. une super chance quoi. Et quand tu es arrivé à Barcelone, que tu as monté ton propre cabinet dans une ville totalement inconnue, donc tu avais zéro contact quand tu es arrivé, tu venais juste d'apprendre la langue, et comment tu as Ouais. fait pour te faire connaître, pour développer ce cabinet? Quelles ont été tes stratégies au début? Ben écoute, quand tu es tout seul et que tu prends des cours d'espagnol, ben, tu as des potes qui parlent espagnol, qui sont comme toi, qui prennent des cours d'espagnol, donc ça fait des potes. Ensuite, quand tu as ton appartement, ben, il faut que tu commences à vivre, acheter ta nourriture, acheter des chaises, donc tu parles avec tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Et, et en plus, le problème, c'est que c'est vrai, à Barcelone, il faut parler catalan. Ouais, en Donc, je me plus. suis dit, bon, ben, ok, ben, je vais voir si je peux apprendre le catalan. Donc, j'ai pris des cours de catalan et je sais plus trop comment ça s'est passé, mais je rentre dans un groupe, une colla de Castellers, ceux qui font les châteaux humains, Ah oui? Ah, mais exclusivement catalans. faut vous regarder ça sur YouTube, ceux qui connaissent pas. Hein. C'est un sport là-bas, hein, de faire des Ah, châteaux humains. c'est c'est comme le Barça, c'est une Ouais, ah, institution. Ouais. ouais, c'est magnifique. Ils se mettent Alors, tous en groupe et puis il y a un gars en haut, c'est ça, en haut du sommet, il faut faire tomber le gars, non? C'est ça? Ouais. oui, oui, oui. C'est Non, beau. non, c'est impressionnant. Alors, juste à côté de là où j'avais mon appartement, il y avait un centre où ils faisaient des entraînements. Et comme ils avaient besoin de gens qui étaient grands pour maintenir, Et de Kiro pour faire surtout. de contreforts, eh ben, j'y suis allé. Et j'y suis resté, je sais pas, 2, 3 ans, je crois. Et super. Donc, je me suis des potes qui avaient des problèmes de mal au dos. Ouais, parce que c'est la folie ce sport. Ouais, ouais. Et puis, petit à petit, de bouche à oreille, bah, tu te fais une clientèle et des profs d'espagnol, des gens qui font des voisins, et Donc, petit à petit, donc quand tu sortais, tu parlais de Kiro à tout le monde en fait. Enfin, peut-être pas à tout le oui, monde, mais dès que tu avais l'opportunité de le faire, tu le faisais. ah ben oui, j'avais aussi une fois par semaine, il y avait un groupe qui se réunissait dans un bar pour échanger des langages. Donc toi, tu parles français, eux, ils parlent espagnol, et ensuite tu parles espagnol et voilà, tu Ouais, fais des ouais, échanges. Donc tu connais plein de gens en fait. ouais, super. Et Barcelone, c'est une super ville pour ça, parce que c'est très cosmopolite. Il y a énormément de gens qui parlent plein de langages différents, plein de cultures. Et puis, non, ça s'est fait petit à petit, mais bien. Et à Parker, ils t'ont appris des stratégies pour pouvoir développer ton cabinet ou c'est des choses que toi tu as appris en parallèle? Oui, la première chose, c'est d'avoir un low overhead, d'avoir des coûts fixes très bas. Et s'il le faut, bah, tu vis dans ton cabinet. Et ce qu'il faut, c'est que tu sortes pour parler avec les gens, parce qu'en fait, les gens, ils vont pas venir s'ils te connaissent pas. Ah, Donc, comment t'es sorti de ta... Parce que je sais pas si t'es timide. Ah, mais peut-être certains qui nous regardent et qui sont timides et qui se disent ah, moi jamais je pourrais sortir et aller parler aux gens de la Kiro. Comment tu te sentais toi la première fois que tu l'as fait? je crois que j'avais pas le choix. Ouais, c'est ça, c'est ça. La J'avais nécessité. pas le choix. Oui, 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 j'avais pas le choix. Maintenant, je suis peut-être un peu plus introverti, oui, c'est vrai. Euh, mais à cette époque-là, non, je faisais du sport, donc j'allais au club de sport, je parlais Kiro avec l'entraîneur ou les gens qui étaient là. Quand tu achètes tes légumes, tu parles, ah, qu'est-ce que tu fais là? Et tu parles catalan. Alors il commence à s'intéresser et tu parles Kiro, il dit, ah, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est bien, bah, tu devrais venir. Euh, et puis aussi une chose importante, c'est si tu peux, c'est d'avoir le plus rapidement possible une assistante, une réceptionniste qui soit du coin et qui parle la langue, parce que ça, une part, ça te donne une personne de plus qui peut parler de la chiro pour toi, et puis donc la famille de la personne qui travaille pour toi en général, et puis ensuite c'est les amis, et puis
aussi le fait que ça te donne un certain Statut. prestige. Ouais, tout à fait. Alors même si tu la prends seulement 2 jours par semaine, ou c'est bien, quoi. Ouais, C'est juste quand tu as les patients. voilà. Ah, mais c'est sûr. Au début, Ouais. c'est comme ça. Et je suis d'accord avec toi. C'est important parfois d'avoir une assistante parce que ça rassure les gens qui arrivent dans ton centre et qui Ouais. voient une assistante et qui se disent, ah bah, c'est que ça doit fonctionner si il a quelqu'un en plus. C'est vrai, Ouais, ouais. c'est très important. Et donc, petit à petit, tu as construit ta clientèle, ta patientèle au cours des années. Maintenant, Ouais. depuis Alors j'ai 80. fait, pardon? Oui, oui, tu as fait. J'ai fait juste au niveau de publicité, si on doit parler publicité, j'avais écrit un petit article dans un journal, une revue du quartier, qui n'a pas eu franchement beaucoup de retombées parce que les gens connaissent pas la Chiro, donc c'est difficile dans un tout petit article qui te connaissent. Mais j'ai fait une foire d'Expo de Salut, Alors, une foire, de c'est un santé. salon, hein. C'est un salon Voilà, un bien-être, hein. salon. C'est pas une foire comme on parle appelle en France, avec les saucissons et tout derrière. C'est un salon de bien-être, Et ouais. le salon On a parlé des congrès, hein, pas au marché du coin, quoi. non, non, non. Non. Et j'avais donc une personne qui m'aidait à faire les cartes de visite et tout ce qui est le, les papiers, les enveloppes, ce genre de choses-là, Ouais. qui est venue aussi m'aider pour donner des cartes et informer les gens. Mon assistante aussi qui venait. Et donc, d'un seul coup, j'ai eu une nouvelle apportation de patients. Et tout le travail, c'était en fait de faire un bon travail, de les maintenir, surtout qui soient bien attendus, je sais pas si on dit ça en français, ouais, bien suivi, merci, et que voilà, que ça continue. Donc, euh, ce qu'on on n'a rien d'autre à faire que de parler de la chiro, on parle de la chiro à tout le monde. Quand on a que ça, et en plus c'est quelque chose de si nouveau en Espagne, quand je suis arrivé en 95 ici, je crois qu'on était 11 chiro à Barcelone, mais il y avait, en fait, c'est très peu de gens, quoi. Moi, je crois qu'à Barcelone, pour 2 millions d'habitants, on devrait être 2000 chiro, Ouais. pour que tout le monde soit suivi, quoi. Donc, quand on était il fallait. J'étais super. Je racontais l'histoire tout le temps, quoi. C'était C'était un autre enthousiastique. niveau. Voilà, super enthousiaste. Super. Donc, même si la première visite durait, je crois, chaque traitement, chaque visite, c'était, je sais pas, une demi-heure, peut-être un peu plus. La première Euh, visite. la première visite, elle durait peut-être 1 heure et demie, ouais. Et tu vois, mes premières visites maintenant, elles durent 1 heure et demie, mais c'est dans cette première visite, je fais la première visite, le rapport et le premier ajustement, tout ça compressé. Et je crois que pour moi, c'est ce qui marche. C'est ce qui marche le mieux C'est pour ce qui toi. marche parce que c'est rond pour les patients. Alors j'ai fait, en parlant des premières visites, je sortais du parquet, alors je faisais la visite ortho, neuro, je faisais tous les tests. Je passais un temps incroyable à faire tous les tests. Et ensuite, je faisais la visite chiro. Euh, j'ai laissé tomber tout ce qui est orthoneuro. Et maintenant, même en chiro, c'est tout centré sur la subluxation, l'ajustement et point, quoi. D'accord. Et ouais, j'ai fait plein de changements. On a fait aussi pendant pas mal de temps des visites groupées, Qu'est-ce que c'est des des visites premières groupées? visites, pardon, des sessions d'information, Ouais, ouais. ok, où tu expliques la chiro. On appelle ça des charlas en Espagne, mais c'est où tu expliques la chiro aux patients. Et donc, tu avais un groupe de 15-20 personnes qui venaient et tu leur expliquais. Et ensuite, tu leur disais, bon, ben, si vous voulez, si ça vous intéresse, on peut prendre Première visite.
une première visite pour faire une première visite chiro et ensuite, voilà, pour vous et pour votre famille. Mais c'est pas que je le faisais mal, c'est que il y avait un manque pour moi de connexion avec les patients parce que j'avais pas une super histoire comme certains qui ont eu des miracles dans leur cabinet, même si j'en ai eu plusieurs, mais c'était plutôt à parler de la chiro et pas. Enfin, j'ai sans doute un problème de communication. Pour moi, ce qui marche pour moi maintenant, c'est justement de connecter de personne à personne et de pouvoir d'aller du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'ajustement dans la première visite. Ok. Ouais. Et donc petit à petit, tu as développé ton propre protocole, que d'ailleurs vous allez Oui. aborder le 8 avril à Annecy avec Alexis Ryan. Parle-nous un petit Mm-hmm. peu justement de ce que tu as développé et de ce que tu as mis au point. Voilà, ça a pris beaucoup de temps à développer parce que comme je recherchais à réinventer la roue, je suis allé d'abord pêcher dans toutes les techniques possibles, imaginables. Je me suis dit, alors au Parker, on commence par Diversified, ensuite tu fais Gonstead, tu fais Toggle, Thomson, tu fais Activator, tu fais SOT, Flexion Distraction, c'est Leander. Donc on faisait plein de techniques. Le problème c'est que c'était franchement l'application clinique c'était plutôt une caisse à outils quoi. Donc j'ai appris plein de techniques et je commençais à pratiquer toutes ces techniques. Mais j'avais pas encore trouvé la clé. Donc je suis allé prendre des séminaires de BEST, je suis allé prendre des séminaires, j'ai fait une partie du Diplomates en neurologie avec Carrick, et puis j'ai vu qu'il y avait franchement plein d'informations et que c'était intéressant. Donc j'ai commencé à pratiquer un peu la chiro fonctionnelle, la neurologie fonctionnelle. Et puis je m'en suis lassé parce que c'était hyper frustrant. Ce que je faisais, c'était traiter une malfonction, c'était voir la lésion physiologique du type ou de la bonne femme, et puis d'essayer de lui arracher quelque chose. C'était une guerre, quoi. Et je m'en suis lassé. C'était hyper frustrant. Alors j'ai laissé tout tomber la neurologie pendant un bon bout de temps, même si je continuais à faire le quick scan, qui est un truc que j'ai continué à faire, aussi le point aveugle, le mapping d'un blind spot mapping, parce que c'était une information intéressante. Mais j'ai laissé tomber. Je crois que je suis allé sur TBM avec Victor Frank. On allait faire plein de séminaires à Amsterdam. Et c'était chouette parce qu'il avait de l'expérience, il savait plein de petits détails, plein de petits trucs pour, tu sais, des vieux... Ouais, des raccourcis, quoi. Des raccourcis, et puis aussi des recettes de grand-mère chiro, quoi. Et un vieux sage qui a plein de secrets. C'est génial, ça. Alors, j'ai commencé à jouer avec ça. J'ai découvert que on peut danser avec le corps, on peut lui demander au corps l'information pour que tu puisses parler avec lui. Mais là aussi, je me suis lassé de TBM parce que c'était trop, parfois le protocole était trop rigide. Et puis, c'était un petit peu orienté sur les symptômes et j'en avais ras-le-bol que mes patients me parlent de leurs symptômes et de faire quelque chose comme un traitement. Alors, j'ai laissé tomber ça et je me suis orienté vers Network. Voilà. Qu'est-ce que j'avais pas fait? Je suis allé à un séminaire Network à Paris avec ma femme et alors là, je suis rentré le lundi
du jour au lendemain, j'ai fait network. Les patients, ils ont peut-être pas compris, ils sont tous restés, sans doute parce que j'étais motivé la technique. Euh, et pendant un an, j'ai fait que network. Donc, je touchais pratiquement pas les patients. Et Network je regarde durant 1 heure et demie? comment. Donc, network sur une personne durant une demi-heure? Parce que tu avais un groupe, Je tu, prenais, tu travailles en salle fermée, toi, tu travailles un Alors, par au un. début, je travaillais en salle fermée, mais ensuite, j'ai mis une deuxième table parce que comme ça, j'avais plus de flexibilité. Et en fait, ça, je l'ai fait il y a très très vite, en fait. Je crois que je suis ouvert le cabinet en 96, en 98, sans doute, au 97, j'ai acheté une nouvelle table et j'avais une autre pièce. Et donc, j'allais d'une pièce à l'autre comme les patients s'enlevaient les vêtements un petit peu, qui se préparent, ça me faisait économiser à peu près 15 minutes sur chaque visite. Bien sûr, Donc j'allais d'une salle à l'autre. d'accord. Et ensuite, euh, quand je me suis mis à faire network, ben, j'avais le setup déjà fait, donc j'allais d'une salle à l'autre et je faisais des allers-retours. Et c'était super. Et un jour, c'était juste avant Noël, j'avais l'agenda était bourré à craquer. J'ai dit, je sais pas comment on va faire. Il y a trop de patients. Euh, alors on a décidé, ben, la séparation qu'il y avait dans la salle qui séparait les deux tables, on a poussé les séparations sur le côté. On a mis la table d'examen au milieu, donc on a mis 3 tables. Et alors, là, maintenant, quand tu as 3 tables, les gens, ils parlent plus, quoi. Oh, c'était le pied, le pied. J'avais découvert la salle ouverte. Ouais, Alors, c'était un petit peu. Moi, j'avais entendu parler de la salle ouverte, hein, mais bon, j'étais confiant, c'était confortable, la salle semi-ouverte. Et quand j'étais obligé par l'agenda de faire salle ouverte, j'ai découvert un autre monde. Ah, génial. Tu n'avais plus besoin de parler avec le patient pour savoir alors quel temps fait-il aujourd'hui ou alors où est-ce que ça te fait mal. Non, non. Je faisais mon protocole. J'étais en état c'est semi-méditatif ça, super, c'est où ça, tu super. es connecté et tu ressens beaucoup plus ce que tu peux faire. Tu les aides beaucoup plus et c'est la paix dans la salle d'ajustement. Et depuis, je suis en salle ouverte. Euh, et je le recommande à tout le monde, en fait. C'est génial, Ça parce que change comme tout. ça, tu rentres dans un état et tu restes là pendant tout le temps des ajustements. Tu n'as pas besoin de retourner sur la terre pour remonter dans les cieux, pour de redescendre sur la terre. Non, tu restes là. Et les patients, je crois qu'ils ont apprécié le changement de la qualité de l'ajustement. C'est autre chose, quoi. Mm. Tout à fait d'accord avec toi. Et donc tu continues avec Network ou t'as laissé Network du coup Ah non. ou... Alors, moi, c'est toujours des sauts quantiques. Ça, C'est tout ou rien, quoi. un jour, je m'en suis dit, j'en ai ras-le-bol de network, je touche pas les patients. Je veux retourner à toucher les patients. Donc, j'ai recommencé avec SOT. Donc, ça a duré un petit peu de temps. Puis ensuite, je suis retourné Mais à. comment les patients ils se sont adaptés? Parce que je suppose que tu as des patients qui sont avec toi depuis que tu as commencé. Comment ils se Oui, sont adaptés à tout ce changement de technique? Ils ont rien dit de spécial, non? Parce que parfois on a cette non. limite dans nos têtes, on dit si je change ma façon de travailler, les patients vont me rejeter, mais en fait c'est pas du tout le cas. Oui, oui, non. C'est pas la technique. C'est pas la technique. C'est ce que tu découvres après. C'est si toi, tu es aligné avec ton cœur, avec ce que tu sens, tu as tellement de conviction que c'est ce que recherchent les patients. Ils veulent être sûrs que toi, tu peux les aider. Donc, si cette conviction, elle les traverse, c'est bon. Moi, je crois que quand j'ai passé de network, non, quand j'ai commencé un network, il y a des gens qui ont dit, mais tu m'as pas touché. J'ai dit, oui, oui, mais c'est bien, c'est bien. Et ah, bon, ok. Et puis, ensuite, quand tu passes de network à SOT, il y a assez différent ce que tu m'as fait. J'ai dit, oui, oui. Et ensuite, quand tu commences à les ajuster une autre fois en Diversified au Gonstead,
Eh ben, c'est naturel parce que pour moi, c'est naturel, c'était naturel. Et puis, Euh, si ça leur plaît pas, c'est pas grave. Il y a plein de Kiro sur Barcelone. Je leur donne les adresses s'ils veulent. Il y a pas de problème. Ce que je veux, c'est être en ouais, harmonie avec moi-même parce que c'est comme ça que tu peux aider les gens. Ouais. ouais, c'est ça Ouais. surtout. Et j'aime bien cette mentalité de dire si ça va pas avec moi, il y a d'autres qui iront. Parce que là, tu vis dans un monde d'abondance. Au lieu dans un monde fermé de te dire ah, c'est mes patients, tu te dis bon, ouais, allez-y. Il y en a d'autres qui viendront et qui seront plus en résonance avec ce que je suis en train de faire. Ouais. Moi, c'est bizarre parce que quand je suis arrivé à Barcelone, j'ai monté mon cabinet à, à 200 mètres d'un autre Kiro qui était là depuis énormément de temps, mais il n'était pas dans le listing de l'association, je crois. Et tu sais que c'est très marrant parce que je l'ai découvert parce que, en fait, à cette foire, pardon, à ce salon expo, Ouais. j'ai une patiente qui est venue me voir. Euh, En fait, elle venait voir, comme elle m'a dit, Dr. Chang. Je ne sais pas si tu as vu le film Alice, mais elle avait, il fallait elle avait tellement de choses dans sa vie à changer elle espérait voir un Chinois. Donc, elle est allée voir au- à à ce salon. Elle a vu ma carte, elle l'a prise et elle a appelé pour une première visite. Parce qu'elle a vu Loïc de Tienda, c'est quoi? C'est étranger, je sais pas d'où c'est. Donc elle s'est présentée au cabinet pour une première visite. Et quand je suis allé la saluer dans la salle d'attente, elle m'a regardé, elle a monté la tête pour me regarder dans les yeux. Elle dit, mais je me suis trompé, c'est pas ça. Parce qu'elle s'attendait à un Chinois. Elle raconte bien. Et puis, cette patiente, en fait, comme j'ai dit, mais écoute, t'es là, on fait la première visite et puis tu prends ta décision après, quoi. Et comme elle a vu que j'étais tellement énergique et passionné par la chiro, ben, elle est restée. Je l'ai fait venir pendant plusieurs semaines, 3 fois par semaine. Et puis, elle en pouvait plus, quoi. Elle était, à chaque fois, après les ajustements, il fallait qu'elle aille se coucher. C'était assez dur pour elle, mais elle continue à venir. Et puis, euh, j'avais aussi à ce moment-là une cousine qui travaillait dans une entreprise euh, d'artistes où ils faisaient venir des artistes de toute la Méditerranée. Et c'était j'allais pas mal aussi voir des expos, des danses, enfin des activations, des activités Artistique. artistiques avec Ouais. elle. Et je me suis retrouvé dans une Les soirées. des événements avec Rouzet. Et Rouzet, ben on est devenus copains aussi en dehors du cabinet. Et puis on était vraiment copains, on allait vraiment, on passait vraiment beaucoup de temps. Et en plus, elle travaillait à 200 mètres de mon cabinet, Donc, mais en plus, elle travaillait en dessous du cabinet de l'autre Kiro. Donc elle d'accord. voyait des files de gens monter chez l'autre Kiro. Et pour plein de raisons, ben, on est devenus super amis. Et maintenant, c'est ma femme. D'accord. Euh, parce que c'est comme si c'est très bizarre, hein, ma femme et moi, parce on est passé par les mêmes endroits à quelques années de différence. On est allé dans la même école à Londres. Elle est allée aux États-Unis. Euh, elle était chef de production elle faisait des films. Elle était guioniste. On appelle ça, guioniste Guioniste? Alors, ça, je sais pas. ceux qui écrivent le Ah, texte des scénariste. scénaristes, voilà. Et bon, ben, ça fait, Mais donc, ta femme n'est pas Kiro. eh bien, si maintenant oui. Ah, bah non, si. Alors, justement, parlons de ça. Vous travaillez ensemble alors?
Vous travaillez ensemble dans le même Travaille- cabinet? On travaille ensemble, mais à jours alternés. D'accord. Un jour toi, un jour elle, un jour toi, un jour elle. Et Voilà. comment, est-ce que vous partagez la clientèle? Ou est-ce que Ah chacun oui, a oui, sa propre complètement. clientèle? Complètement. La seule chose, c'est que les patients qui étaient qui avaient l'habitude de venir avec moi, ben, parfois ils sont un petit peu réticents de passer dans d'autres mains. Mais petit à petit, ça se fait. Les patients, les nouveaux patients de l'un de l'autre. Et on a une autre chiro aussi qui travaille avec nous, qui s'appelle Bianca Caceres. Euh, donc depuis plusieurs années, on travaille à trois dans le cabinet. Ok. Et comment ça se passe une collaboration avec trois Kiro? Est-ce que vous mettez en place, c'est-à-dire que vous avez, vous parlez ensemble, vous mettez en place une philosophie de travail qui est la même. Je suppose que vous avez une vision commune pour pouvoir Oui, oui, travailler à oui. trois. Oui, alors c'est pas comment est-ce que on travaille pour le centre. Euh, c'est pas j'ai ma clientèle et toi ta clientèle. Non, non, c'est tout partagé. Il y a effectivement des patients qui viennent plus avec toi qu'avec moi. Et comme c'est plus facile parce que moi je travaille par exemple le lundi, le mercredi et le jeudi, et Rosé et Bianca travaillent ensemble le mardi, le mercredi, l'après-midi et le vendredi. Donc il y a les patients aussi peuvent suivre les mêmes chiro, mais ils ont aussi la possibilité d'aller voir l'autre. Et puis, par exemple, le coût d'une visite, si c'est un patient à moi, eh ben, si tu l'ajustes, c'est la moitié pour toi, la moitié pour moi. Par exemple, mais Ouais, c'est convivial, quoi. c'est convient. Ouais, vous arrivez à collaborer. Et toi, tu nous disais que tu faisais par exemple TBM et que TBM ça te Oui, plaisait pas parce que c'était une approche trop symptomatique dans le fond. oui, Donc, quelle est ton approche, toi, quand tu vas voir un patient? Quelle est ta façon de penser? Quel est ton mindset? ok. Euh, la vision, ça dépend chacun a sa vision de la subluxation. Moi, l'explication de la subluxation, celle que je donne aussi aux étudiants, c'est le fait que le, la subluxation, c'est la manifestation d'une interférence dans le système nerveux et elle se manifeste dans la colonne vertébrale parce qu'on est soumis à un stress continu qui est la gravité. Donc, si le premier symptôme, entre guillemets, c'est la malposition vertébrale ou une altération dans le système nerveux au niveau vertébral, eh ben, si tu es un expert à trouver la malposition vertébrale, tu peux corriger la malposition et réduire l'interférence au niveau neurologique. Okay. Mais au fond, la motivation de tout ça, c'est le fait que c'est connecter l'essentiel de l'être humain que tu as devant toi dans son corps. C'est une autre façon de le dire, c'est de connecter l'homme spirituel avec l'homme physique. Et pour les gens dans le secteur ici en Espagne, il y en a quelques-uns qui le comprennent bien, ça, mais il y a toujours qui ne comprennent pas qu'ils sont aussi autre chose que seulement leur corps. Donc, il faut que tu puisses aussi expliquer mécaniquement ce qui se passe, non? Donc, tu parles du système nerveux qui a une surcharge, et comme tu dois lutter contre la gravité, eh ben, là où ça pète, c'est d'abord au niveau vertébral. Même si le stress est émotionnel ou physique ou chimique, la première chose qui va péter, c'est la position de la vertèbre. Donc, si toi tu peux trouver où ça a pété, qui n'est pas la cause du problème original, parce que la cause c'est le stress émotionnel, physique ou chimique, mais si tu peux résoudre le problème qui perpétue euh, la dysfonction, et ben tu vas pouvoir reconnecter le système nerveux, ce qui fera que cette personne peut ressentir son monde et pouvoir redonner voix à son être intérieur. Donc, tu es vraiment dans cette philosophie de connecter l'humain et le divin, quoi. Ensemble, Oui, qui est d'ailleurs oui, une très belle phrase en anglais qui connecte
connect human and divine through the spine. Adjusting the mind. Oui, oui. Et ça, c'est quelque chose Euh, que tu as développé, c'est une vision de la chiro que tu as développée au Parker, c'est une vision que tu as développée à travers tes séminaires, à travers tes lectures. Comment ça t'est venu cette vision de la chiro? euh, j'avais, tu sais, j'avais la question depuis que j'étais jeune, et j'avais besoin de trouver quelque chose pour pouvoir aider les gens. J'ai été éduqué euh, au niveau familial, la philosophie de la vie était plus que seulement le corps, il y avait aussi l'esprit. Donc pour moi, c'est le corps et l'esprit, c'est quelque chose de normal qui doit fonctionner ensemble. Et puis la chiropractie, si au début j'ai découvert la chiropractie au niveau plutôt physique peut-être, mais petit à petit, tu te rends compte que quand tu ajustes les gens, ils commencent à se reconnecter au niveau sensoriel, mais aussi ils se retrouvent au niveau essentiel de qui ils sont. Donc c'est indéniable, tu ajustes l'esprit qui habite le corps. C'est pas vaudou, c'est vraiment. Moi, il y a des gens qui ont du mal peut-être à voir que tout ça s'est intégré. Alors je leur dis, c'est l'essentiel de qui tu es toi doit pouvoir se manifester. Euh, et puis aussi dernièrement, je suis allé à une mission avec ma femme, Rousée. On est allé à une mission, oui, en Inde, à New Delhi, en novembre. Où là, c'est génial. C'est comme si tu vas dans un au parc Disneyland, tu vois quoi, tu vois une personne, tu l'ajustes quoi. C'est génial. Et ils comprennent. Tu leur dis, je vais connecter ton esprit ou ta partie divine avec ton corps. Ils te regardent, ils disent bien, merci. Et tu les ajustes. C'est génial. Il n'y a pas besoin d'expliquer. On n'a pas besoin d'expliquer la chiro. Tu leur dis, et c'est bon, ils le comprennent. Ouais, ça, c'est vraiment des beaux événements de pouvoir participer à ces missions humanitaires. Parle-nous un petit peu Oui, justement oui. de cette mission humanitaire. Combien de personnes par jour vous ajustez? Comment ça se met en place? Qu'est-ce que tu as ressenti? Quelles sont les choses que tu as vues qui t'ont vraiment fait changer ton état d'esprit par rapport à l'être humain? Euh, alors, comment est-ce que ça se met en place? Qui l'organise? euh, c'est Life West qui organise des missions 2 fois par an, une à New Delhi et l'autre à Bombay. Donc, il y a des étudiants et des chiros qui y vont. Nous, on était à peu près 60, moitié-moitié chiro, moitié-moitié étudiants. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va donner nos services à une mission qui est encore plus grande, qui s'appelle Sam Nirankari, qui est en fait une mission solidaire, bénéfice, qui en Inde regroupe plein de volontaires qui aident à nettoyer les rues, qui donnent des services santé, d'Ayurveda ou d'autres, des services humanitaires aux gens. Et il y a une partie aussi philosophique ou plutôt spirituelle. Donc c'est un gourou qui organise ça. Et plusieurs fois par an, ils se réunissent et ils font des campements. Alors, le campement, c'est absolument énorme. Ce sont 500 hectares sur lesquels, pendant 3 mois, ils vont monter des tentes pour que pendant 3 jours, il y ait 1,5 million de personnes ensemble qui reçoivent des soins, qui attendent, qui soient dans l'attente pour faire des méditations. Enfin, c'est géant. Il y a 5 cuisines énormes avec des comment est-ce qu'on appelle ça, oh yes, des casseroles. Des casseroles qui font 3 ou 4 mètres de diamètre, mais pas une, des dizaines. Ensuite, le réfectoire, c'est
tout le monde assis en ligne, ils font des lignes et ils ont des plats et c'est 1,5 million de personnes qui mangent 3 fois par jour. Incroyable. Alors il faut ensuite faire le pain, Combien de faire personnes le. par jour vous avez ajusté? Combien de personnes par jour vous Alors avez on a ajusté? ajusté pas le 1,5 million de personnes parce qu'on était 60. On est resté là-bas 3 jours et on a ajusté 11 000, plus de 11 000 patients Chacun. dans un. Non, je crois que c'est le vœu de certains, mais je crois que non, on a juste beaucoup de gens. Et puis il y a des gens qui vont plus lentement, d'autres plus rapidement. Ce qui est génial, c'est que tu n'as pas besoin de donner beaucoup d'explications. Les gens le reçoivent parce qu'ils sont déjà dans un autre État monde d'esprit. spirituel. Un autre état d'esprit. Oui, dans un autre esprit. Et quand Mm. tu rentres dans ton cadre et que tu viens de voir 1 million de personnes devant toi faire recevoir tes services et que tu as juste, je sais pas, 800 ou 1000 personnes par jour, comment tu te sens toi dans ton cadre après? Tu ressens l'énergie de tous ces gens autour de toi quand tu as juste les autres? Ouais, tu dis, c'est bien ce que je suis en train de faire, je suis sur la bonne voie parce que c'est vraiment ça, c'est connecter l'essence de l'humain et c'est vraiment cette petite goutte, même si c'est une petite goutte pour toi, ça fait des changements dans le monde entier. Donc tu as envie de revenir là-bas, mais tu dis non, mais aussi ici, ils en ont besoin. Ça serait génial qu'on n'ait pas besoin de recevoir d'argent, peut-être. J'aimerais pouvoir vivre en état de mission continue, allez, sans demander juste un sourire, juste un salut. Euh, donc tu reviens vite à la réalité. Ces gens-là, il faut que tu leur donnes des explications parce qu'ils te la demandent, parce qu'ils ne sont pas sûrs d'eux. Donc c'est difficile un petit peu de revenir, mais en même temps tu retournes vers l'essentiel et tu dis c'est moi qui dois mettre la note, même si c'est une note qui est un petit peu bizarre pour certains, non? Parce que tu leur parles de l'esprit, tu leur parles. En fait, c'est plus le montrer par tes actes, par ta manière de faire que d'expliquer beaucoup. Ouais, j'entends. Et qu'est-ce que tu vas partager au cours du séminaire le 8 avril à Annecy? Qu'est-ce que tu vas partager à ce séminaire le 8 avril? Alors, ce que j'aimerais partager, c'est ce que je partage un petit peu aussi avec mes étudiants ici, c'est Ah oui, parce que tes professeurs, le on fait n'a pas que, dit ça, mais tes profs oui, au Barcelona College. depuis 2011, c'est aussi une petite histoire, mais je la raconte après si tu veux. Euh, ce que je veux, c'est faciliter toute l'expérience que j'ai eue à essayer de réinventer la roue, de passer d'une technique à l'autre. Je me suis rendu compte que ça, c'est pas important. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir communiquer à chaque moment ce qu'est la chiropractie à tes patients. Il faut que tu aies un dialogue verbal, mais aussi un dialogue gestuel. Donc, mon protocole, il sert de communication pour comprendre qu'il y a des dysfonctions, qu'il y a des subluxations, et que après la subluxation, quand la subluxation est ajustée, il est à un autre niveau. Et en fait, c'est juste un outil de communication. C'est plus pour dire ainsi. Donc, ce que je veux, c'est pouvoir partager tout ce temps où j'ai distillé ce protocole, l'offrir pour pour que d'autres personnes puissent le pratiquer et épargner plusieurs années de recherche. Comment t'avais venu être Je sais pas si professeur? ça. Comment? Comment t'avais venu être professeur au BBC, à l'école de Barcelone? Pourquoi? Oui, comment, oui, comment et pourquoi tu en es venu à être Comment? professeur? La première fois que je me suis rendu compte qu'il fallait faire quelque chose pour la santé depuis l'intérieur, c'est quand ma mère est décédée. Et puis, il y a plusieurs années, donc mon frère était très malade.
Il avait un cancer. Et donc j'allais le voir. Moi j'étais en Espagne et j'allais le voir de temps en temps en Bretagne. Et, euh, et une fois, je suis allé le voir. Ça faisait 5 semaines qu'il avait plus de mouvements intestinaux parce qu'il avait une métastase qui bloquait le passage. Ça n'allait pas. Donc il était alimenté par voie intraveineuse. Et je suis allé le voir. Et j'ai fait un ajustement en atlas, donc Ciput. Et le jour d'après, premier mouvement intestinal depuis 5 semaines, j'étais vert. Je sais pas, incroyable. Ce que j'ai fait, c'est pu solutionner, c'est pu faire autant de changements dans mon frère. Mon frère est décédé ensuite, un peu plus tard. Mais vraiment, c'était une sorte une nouvelle claque dans la figure. On dit, ouais, mais qu'est-ce que tu fais toi? Il faut que tu bouges les fesses. Il faut que tu sortes de ton cabinet pour pouvoir dire un petit peu plus haut, un peu plus fort ce que c'est que la chiro. Donc j'ai dit, ok, moi au niveau du cabinet, je pourrais travailler plus, mais il faut que j'aille à un autre niveau. Donc j'ai décidé, comme le collège, le BSCC avait ouvert ses portes depuis peu, je me suis proposé, je dis, j'aimerais bien aider, j'aimerais bien enseigner ce que je fais, j'aimerais bien passer à l'étape supérieure. Donc je me suis Adrien Wenban, le principal du collège, m'a dit, ben écoute, il y a les 3e année, 4e année, 5e année qu'il faudra développer, parce que c'était la 2e année du collège, donc il m'a fait travailler un petit peu dans les cours de seconde année, et ensuite il m'a dit, bon ben, tu développes la technique de 3e année. Donc en regardant, j'ai vu qu'il faisait Diversified, ben, je dis après Diversified, il faut faire Gonstedt. Donc je me suis remis un petit peu dans les bouquins de Gonstedt, et puis je me suis mis à développer le cours pour les étudiants de 3e année. Alors tu imagines, j'ai jamais été prof. En plus, je suis pas du coin, je suis pas espagnol, je suis pas anglais, donc l'anglais c'était un petit peu c'est venu tout seul. Et puis j'ai commencé à donner des cours. Les étudiants ont été très patients. Et puis ça fait depuis 2011 que je donne ces cours aux 3e année, 4e année, 5e année. Et maintenant c'est le pied total. C'est vraiment leur enseigner à danser avec les patients. La technique, c'est devenu juste un outil, mais pas une finalité. Et maintenant, je prends mon pied à enseigner aux étudiants. Alors, maintenant, l'école, le collège, ils commencent à être chaque fois un peu plus grands, donc ils ont besoin d'autres profs, et moi j'aimerais bien donc partager avec les autres ce que je sais. Donc c'est pour ça, quand aller voir, je suis allé à ce séminaire à Genève, et quand on s'est trouvé avec Alexis, et je lui ai dit, mais ça c'est ce que je fais, j'aimerais bien vous l'enseigner un petit peu, vous partager mon expérience et puis ma manière de faire. Super. Voilà. Super. Bah, c'est super, on vient de partager 1 heure ensemble. On va terminer cette entrevue avec. Ouais, ça passe le temps avec rapidité. On va terminer cette entrevue avec ta vision du futur. Qu'est-ce que tu vois, toi, pour le futur de la chiropratique? Quelle est ta vision de l'avenir de notre métier? Je crois qu'on a. Avant, quand en Espagne, je voyais les chiro qui étaient plutôt. Je ne vais pas rentrer dans l'aspect philosophie, plutôt des gens qui avaient peur de partager, qui avaient peur des professions comme la médicale ou les physiothérapeutes qui nous tomber dessus
un état de peur. Moi maintenant, c'est bon. Je crois que en Espagne, merci à Marc Hudson, Lynn et plein d'autres Kiro qui sont super ouverts, qui sont super des mouvements pour faire que la famille Kiro soit plus grande. Mais je crois qu'il y a pas de souci à se faire si on reste dans cet esprit-là. Et donc il faut bien sûr alimenter les autres Kiro. Il faut partager. Il faut que tout le monde soit en paix avec soi-même, d'accord, et ensuite avec les autres. On est une super grande famille. On est en train de changer des concepts à un moment où je crois que les gens en ont énormément besoin, parce que plein de patients tous les patients qui viennent, ils sont perdus d'une façon ou d'une autre. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour leur montrer un petit peu la direction. Donc je crois qu'on a un potentiel énorme dans tous les aspects, que ce soit la politique, que ce soit l'aspect social, l'aspect... c'est la Kiro, pour moi, c'est beaucoup plus que une thérapie. C'est pas une thérapie, c'est une façon de vivre, c'est une façon de voir comment ce qu'on partage avec le monde. Donc moi, je suis confiant parce que je suis dans cette boule où il y a plein de gens qui pensent la même chose et on rayonne énormément. Moi, je suis très positif, même si je vois que à côté, c'est la tourmente parfois. Hein. Bon, on terminera sur ces mots. Merci beaucoup Loïc d'avoir pris le temps de partager avec nous ce matin ton expérience. C'était vraiment super. On a senti que ça venait vraiment du cœur et que c'est vraiment la chiro pour toi, c'est ta passion, quoi. C'est ta mission plus que ta passion. Oui. Merci beaucoup à toi de m'avoir donné. Je savais pas si je pouvais le faire, je te l'avais dit avant. Mais bon, comme tu as vu, moi, c'est vrai que quand le cœur s'ouvre et commence à fluir les choses, ben, tout va très bien. Alors merci pour cette opportunité. Merci à toi Loïc et prends soin de toi. À bientôt. À bientôt. Merci.